Bonjour à tous. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. Merci pour vos encouragements. Vous le savez, le mouvement que je préside, les Patriotes, ne reçoit pas un centime de l'État ni des banques. Il a donc besoin de vous, les adhérents, les futurs adhérents, les donateurs, les futurs donateurs. Le lien pour nous aider et pour rejoindre les Patriotes est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Vous êtes la condition de notre liberté, de notre indépendance et du combat que nous menons pour la France. Vous êtes les bienvenus aux Patriotes. Ne tardez plus. La guerre civile, la veulent-ils? C'est une question sérieuse que nous nous posons parce qu'on se demande à quoi joue le pouvoir, à quoi joue le gouvernement, à quoi joue l'oligarchie en place. Gravement mise en cause, justement mise en cause dans la gestion de la crise, dans la gestion du pays, dans la gestion de la terrible crise économique et sociale qui arrive. À quoi joue le gouvernement? Cherche-t-il à créer une guerre civile ou du moins une ambiance de guerre civile et d'extrême division entre les Français? Un peuple en situation de pré-guerre civile est un peuple affaibli face à ses maîtres et face à l'oligarchie. On va le voir à 1000 indices, on va regarder ça en détail, on va voir que forcément le pouvoir joue à la guerre civile et on va voir surtout ce qu'il faut faire en face. À différents niveaux, le pouvoir, ces derniers temps, pour éviter que se pose la question de sa responsabilité dans ce qui se passe dans le pays, notamment dans la gestion de la crise du coronavirus et tout ce que ça entraîne, est en train de mettre de l'huile sur le feu, à tout niveau. D'abord, sur les débats raciaux, qui depuis quelques jours importés des États-Unis, de manière hystérique embrasent notre pays. Et on voit que sur ce sujet, au lieu de calmer le jeu, le gouvernement ne cesse de rajouter de l'huile sur le feu, pour créer des incompréhensions, des ressentiments, des tensions, des haines et donc des divisions. Ainsi, quand le ministre de l'Intérieur lui-même, sur BFM TV le 9 juin, déclare qu'il pourrait se mettre à genoux, je cite, « Je serais parfaitement à l'aise de le faire », a-t-il dit. Il sait qu'il va créer de l'incompréhension, voire de l'humiliation dans une partie du peuple français qui ne peut pas comprendre ce geste de la part du ministre qui doit normalement faire respecter l'ordre. Quand il ajoute dans la même émission, le même jour, je le cite, « L'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques. » Il sait qu'il va là aussi diviser et créer une profonde incompréhension chez des millions de Français qui se diront « Mais moi, je n'ai pas le droit à l'émotion officielle. Je n'ai pas le droit à l'émotion du ministre de l'Intérieur et donc moi, je n'ai pas les mêmes droits. Il y a un deux poids, deux mesures. Je n'ai pas les mêmes droits que les Traoré et d'autres. » Ça crée de la division, une terrible division et ils le savent. De la même manière, quand le président de la République Macron demande à sa ministre de la Justice, Madame Belloubet, de recevoir le clan Traoré, il sait bien que ça va créer de l'incompréhension, voire de la haine, du ressentiment chez des millions de Français qui vont se dire « Mais pourquoi eux ont-ils le droit d'être reçus alors qu'il y a une instruction judiciaire, alors que ça bafoue la séparation des pouvoirs? Et moi, pourquoi je ne suis pas traité ainsi ?» Ils savent à quel jeu ils jouent. De la même manière, quand la ministre de la Justice elle-même, le 10 juin sur RTL, a cette phrase incroyable, je cite, « Quand vous avez 20 000 personnes devant le parvis du tribunal judiciaire de Paris, il me semble qu'il n'est pas absurde d'entendre l'émotion, mais aussi d'entendre la justice que demandent ces personnes. » En gros, la ministre de la Justice elle-même reconnaît que la dictature de l'émotion et du nombre, en l'occurrence la manifestation Traoré, est supérieure à la justice, peut faire pression sur la justice. Mais c'est gravissime de dire cela. Et elle sait ce qu'elle dit. Elle sait que des millions de Français vont entendre cela comme un signe terrifiant d'injustice et d'incompréhension. De la même manière, la prosternation permanente devant les associations communautaires, qui peuvent exister, bien sûr, mais qui n'ont pas à faire la politique de la France. Prosternation depuis des années et des années. Elle est terriblement mal vécue. Elle monte justement les gens les uns contre les autres. Elle monte les communautés les unes contre les autres. Pourquoi je dis communauté? Parce que c'est le terme qui est employé justement depuis quelques années par les autorités officielles, les gouvernementales françaises, ce qui n'était pas le cas avant. Et si on le fait sciemment, c'est pour diviser le peuple de France. Toute cette problématique sur les statuts à déboulonner dans l'espace public, vous savez, c'est né aussi aux États-Unis, c'est en train de déferler en France. Il n'y a pas de holà mis par le pouvoir là-dessus, alors qu'on part dans des folies totales. Et on sait, et ils savent que des millions de Français ne peuvent pas comprendre à raison cette frénésie, cette haine contre les statuts des grands hommes de l'histoire de France, et que ça va créer des tensions, des heurts, des haines. Ils le savent. Ainsi, c'est né aux États-Unis, avec
des statues de Christophe Colomb qui ont été déboulonnées à Boston, à Miami, en Virginie ces derniers jours. Le navigateur génois étant reconnu comme le découvreur officiel, en tout cas de l'Amérique en 1492. Mais pourquoi certains militants extrêmes déboulonnent la statue? Parce que en découvrant l'Amérique, officiellement, il a donc de fait entraîné le génocide des Amérindiens. C'est-à-dire qu'on juge 5 siècles et quelques plus tard une affaire, tout cela n'a pas de sens, n'a pas de sens. Et à ce jeu-là, on peut déboulonner quasiment tous les hommes et les femmes de l'histoire, du monde, parce qu'on fait des anachronismes, on juge avec les critères de 2020 des choses qui se sont passées il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, ça n'a pas de sens. De la même manière, en Belgique, à Tervuren, près de Bruxelles, un buste du roi des Belges, de Léopold II, qui était embarqué dans l'aventure coloniale, a été vandalisé. En France, ça arrive. Ça a commencé en Martinique, où 2 statues de Victor Schœlcher ont été détruites le 22 mai. Et pourquoi Victor Schœlcher? Ce qui paraît hallucinant à première vue, parce que c'est justement un des hommes qui a participé à l'abolition de l'esclavage en 1848. Oui, mais des militants extrêmes locaux disent non, mais on s'est libéré nous-mêmes de l'esclavage. Il y a des acteurs locaux contre l'esclavage et c'est eux qu'il faut valoriser et non pas Victor Schœlcher. Donc on voit que là, c'est une logique qui n'a pas de limite en réalité. Et d'ailleurs, le journal Le Point, le 9 juin, a noté cela en disant mais si on s'attaque à Schœlcher, alors la question d'Aimé Césaire se posera. Oui, il n'y a pas de limite. On peut toujours trouver dans le passé des choses qui ne correspondent pas aux standards de pensée actuels. En France, déjà, on réclame, certains réclament évidemment, à ce que les statues de Colbert soient supprimées, détruites, à ce qu'on débaptise des châteaux, des lycées, des places, des rues. Colbert, notamment la statue devant l'Assemblée nationale. Pourquoi Colbert? Parce qu'il a participé à la rédaction du Code noir. Alors évidemment, quand on lit le Code noir aujourd'hui, 400 ans plus tard, c'est insupportable, évidemment. Mais on oublie que c'était un des principaux ministres de Louis XIV, on oublie le colbertisme qui existe encore aujourd'hui, une doctrine économique de développement du commerce, de développement de l'industrie, d'enrichissement de la France, de rayonnement de notre pays. On oublie tout ça. Et là, il faut citer Egunch Béhanzin, qui est leader de la Ligue de défense noire africaine, une officine communautaire, qui est très valorisée, très interviewée dans les médias en ce moment, qui a déclaré le 6 juin, je cite, à l'Assemblée nationale, il y a la statue de ce gros fils de pute de Colbert. Voilà, et on interviewe des gens comme ça. À quel jeu on joue? Qu'est-ce que ça représente, ça? Il a ajouté dans un tweet le 11 juin, je cite, « Les statues publiques des maudits Colbert, Napoléon, du général de Gaulle rejoindront les poubelles de l'histoire de l'humanité. » Vous voyez, il n'y a pas de limite, ça va même jusqu'à De Gaulle, jusqu'au général de Gaulle. Mais oui, mais vous pouvez... Ensuite, on brûlera des livres, on fera des autodafés, on brûlera Victor Hugo, on brûlera Molière, on peut brûler tout, on peut si vous voulez, supprimer, raser les pyramides d'Égypte. Bah oui, parce que elles n'ont pas été construites dans des conditions, il y avait des esclaves, il y avait des esclaves. Et donc, si on voit avec notre regard actuel, il faut détruire les pyramides de Gizeh, les pyramides d'Égypte. Bon, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est terrible. Et pourtant, c'est valorisé. Regardez ce titre d'un article de France Culture, Radio Publique, le 10 juin. Je cite le titre. « Abattre le racisme en faisant tomber des statues ». On dirait que c'est une grande aventure, c'est très valorisé. C'est moralement valorisé. À quel jeu joue-t-il? À quel jeu joue-t-il? Il n'y a pas... Encore une fois... on fait des anachronismes et des contresens. On interdit ou on revisite des films comme Autant en emporte le vent. En fait, on fait comme si les gens étaient idiots, comme s'il n'y avait pas d'instruction par les parents ou par l'école, parce qu'on doit apprendre le contexte, on doit apprendre que Colbert, c'est le colbertisme, c'est des choses très bien, mais c'est aussi le Code noir. On doit apprendre ces choses-là. Et on fait comme s'il n'y avait pas de transmission, comme si les gens étaient complètement idiots. Pas de subtilité, pas de réalité historique, pas de complexité de l'histoire. Voilà, c'est authentiquement grave ce qui se passe. Mais on voit que on joue à ce jeu, voilà, même au niveau médiatique et au niveau officiel, et c'est extrêmement dangereux, ça crée des tensions terribles dans la société française, parmi le peuple français. De la même manière, aucune distance par rapport au clan Traoré, qui est ultra valorisé dans les médias. On a vu l'ancienne ministre de la Justice Taubira, dans l'émission Quotidien, le 9 juin, s'adresser à la sœur Traoré, Assa Traoré, en disant « Vous êtes une chance pour la France ». Et là aussi, beaucoup de familles de victimes qui vont dire « Mais moi, pourquoi cette ancienne ministre de la Justice, Taubira, ne dit pas cela pour nous? Nous, on n'a pas eu le droit à sa commisération. » Donc,
Vous voyez, ils mettent de l'huile sur le feu. Alors, ils ne le font pas qu'au niveau identitaire et racial, non, non. Ils mettent aussi, en permanence, ils mettent de l'huile sur le feu entre la police et le peuple français. Et le but, c'est de diviser. Regardez ces volte-face permanentes dans l'attitude par rapport à la police. À l'époque des Gilets jaunes, malgré les 860 violences policières qui ont été répertoriées entre décembre 2018 et juin 2019, Castaner, à l'époque, déjà ministre de l'Intérieur, était intransigeant. Dans une interview au JDD le 16 juin 2019, il disait qu'il ne voulait même pas entendre parler du terme violence policière. Il refusait l'interdiction pourtant demandée des lanceurs de balles de défense, qui avaient crevé des yeux et arraché des mains pourtant. Il ne voulait pas en entendre parler. Lorsqu'il y a eu des coups de poing de policiers contre des pompiers dans une manifestation le 28 janvier 2020, pas une intervention du ministre de l'Intérieur. Même chose quand ils ont traîné, maltraité, pour certains d'entre eux en tout cas, des aides-soignants, des personnels soignants à Lille, manifestation en février 2019, à Paris en décembre 2019, pas un mot du ministre de l'Intérieur. En revanche, maintenant, le même ministre de l'Intérieur se couche immédiatement devant les demandes du clan Traoré. Et ainsi, il interdit en 24 heures la clé de bras. Il dit également que n'importe quel policier ou gendarme qui sera simplement soupçonné de racisme sera immédiatement révoqué, c'est-à-dire qu'il perd son boulot. C'est quand même très violent, hein, très injuste. Et donc on voit que ça va créer des tensions dans la police et entre la police et le peuple français. Mais c'est le but. À quel jeu joue-t-il? Mais il crée aussi des tensions à un autre niveau, entre les indépendants et les gros, entre les indépendants et les salariés. Ainsi, le déconfinement très très lent en France fait que ceux qui souffrent le plus sont les indépendants, les artisans, les petites entreprises, les restaurateurs, tous ceux qui sont oubliés comme les forains par exemple, eh bien eux ils vont être anéantis par cette crise du coronavirus, alors que les gros et les GAFAM vont se gaver. Et donc à quel jeu joue le gouvernement en faisant cela, en faisant un déconfinement aussi lent, en oubliant des secteurs entiers comme le monde des forains par exemple? Il va anéantir des secteurs entiers. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? C'est une vraie question qu'on doit se poser. De la même manière, laisser couler des millions de familles françaises dans la misère, parce que ça va arriver avec la crise, la récession d'au moins 11% cette année. L'INSEE, le 11 juin, annonce que déjà 497 400 emplois salariés ont été détruits rien qu'au premier trimestre en France. 40% de baisse de l'intérim. Rien n'est fait pour rebondir puisque ce gouvernement se soumet aux règles de l'Union européenne et de l'euro qui nous empêchent d'avoir les armes pour rebondir, pour s'en sortir, pour recréer de l'emploi notamment massivement, pour aller vers l'avenir. À quel jeu joue-t-il? De la même manière, il bride en même temps vraiment la liberté et l'expression des gens, prenant le risque de faire exploser la cocotte minute sociale et populaire. Ainsi, le 10 juin, en Conseil des ministres, a été examiné un projet de loi qui, certes, confirme que l'état d'urgence sanitaire va s'arrêter le 10 juillet prochain, mais qui en même temps ajoute que pour au moins 4 mois ensuite, des libertés pourront être restreintes par le gouvernement, et notamment, je cite, limitation ou interdiction de certains rassemblements. Donc on voit qu'ils vont brider les gens, en tout cas certaines parties de la population, et peut-être pas d'autres. De la même manière, va s'appliquer à partir du 1er juillet prochain la loi Avia, dont je vous ai déjà parlé, qui va complètement restreindre la liberté d'expression sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les grandes plateformes de vidéos, qui va créer une ambiance de délation, puisqu'on pourra dénoncer avec un bouton en permanence visible son voisin ou l'internaute. Et ça, de manière anonyme, et ça crée aussi une ambiance terrible de guerre civile, de pré-guerre civile. Bien sûr, le gouvernement, le pouvoir oligarchique ne maîtrise pas tout, mais ils font tout, en tout cas, manifestement, pour mettre de l'huile sur le feu sur tous les secteurs. Je vous l'ai montré là, prenons plein d'exemples différents de la société et du peuple français. Ils créent une ambiance de pré-guerre civile. Quel est leur intérêt de faire cela? Quel est leur intérêt? Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Vous avez une foule qui peut potentiellement se retourner contre vous. Alors le but, c'est qu'elle se retourne entre elles. On horizontalise les luttes, en quelque sorte. D'abord, ça empêche les coagulations nécessaires entre Français de toutes origines, entre Français et policiers, entre indépendants et salariés, entre petites et petites entreprises et salariés des grosses entreprises, entre familles pauvres et familles de la classe moyenne, etc. Ensuite, ça parasite le débat de fond, évidemment. Les débats de fond, vous ne pouvez pas avoir un débat serein mais musclé, intransigeant sur l'Union européenne et le Frexit, par exemple.
coup sur le RIC, la démocratie directe, la souveraineté populaire, c'est un vrai débat. Même un débat serein et très sérieux sur l'immigration, le drame, le désastre de l'immigration massive. Comment faire pour que les gens qui ne sont pas heureux ici puissent vivre heureux dans leur pays d'origine? C'est une question qui peuvent se poser pour arrêter les flux massifs d'immigration, l'utilisation par le grand patronat de cet esclavage moderne, la question sérieuse de la répartition des richesses. Tous ces sujets-là, évidemment, seront parasités en permanence parce qu'il y aura un débat sur les statuts qu'on doit déboulonner, sur les violences policières, sur le racisme. On va ressortir SOS racisme comme on le fait depuis 40 ans, etc. Donc le but, c'est de parasiter le débat de fond, que rien ne puisse vraiment s'installer dans le débat public. Ensuite, le troisième intérêt, c'est de substituer une lutte des races à une lutte des classes, évidemment. Parce que ça horizontalise les luttes. C'est vrai que les pauvres contre les pauvres, les classes moyennes contre les classes moyennes contre les pauvres, etc. Voire les hommes contre les femmes. Ça peut être l'instrumentalisation, par exemple, des féminicides. J'en avais déjà parlé. Et puis, on crée, autre intérêt pour l'oligarchie, créer un climat permanent de tension, de violence, pour que le soulèvement populaire qui vient soit le plus difficile possible, pour qu'à chaque rassemblement de soulèvement populaire, de manifestation, il y a à la fin des débordements. Qu'arrivent à ce moment-là des black blocs qui gâchent tout, des antifas, des militants extrémistes manipulés, voilà, qui vont aller parasiter, qui vont créer du désordre pour rien, qui vont empêcher la coagulation nécessaire. C'est ça l'intérêt de créer une ambiance de guerre civile, une guerre civile de pré-guerre civile. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je crois fondamentalement qu'il faut prendre nos droits sans attendre qu'on nous les accorde. Et ça, c'est un réflexe que nous devons bien avoir en tête. On prend nos droits, on n'attend pas, on ne quémande pas, on n'attend pas qu'on nous les accorde. Notamment, deuxième chose à faire, il faut demander aux forces de l'ordre de bien réfléchir sur ce que le gouvernement est en train de leur faire, notamment le ministre de l'Intérieur. La manière dont ils sont traités et lâchés maintenant, et leur demander de réfléchir, est-ce qu'elles sont prêtes demain à refaire ce qu'elles ont fait hier, à obéir aux mêmes ordres, et notamment, est-ce qu'elles sont prêtes demain de nouveau à taper, à gazer, à matraquer, à amputer des gens, à crever des yeux dans des manifs, dans des manifestations de gilets jaunes nouvelle génération, je ne sais pas ce que ce sera, du soulèvement populaire. C'est une vraie question. Il faut faire de cette manière dont ils maltraitent aujourd'hui les forces de l'ordre une force pour le soulèvement populaire de demain et pour permettre les coagulations, les rapprochements nécessaires. Ensuite, il faut mettre la transparence sur cette manipulation d'ampleur. Qui finance les associations communautaires? Qui finance en ce moment les manifestations Traoré? Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de monde, t-shirts, tout ça, ça coûte cher. Qui finance? Est-ce qu'il y a Soros derrière? Est-ce qu'il y a ces fondations derrière? Qui finance cela? Il faut faire la transparence, la lumière là-dessus, parce que quand on met la lumière sur une manipulation, ça la rend beaucoup moins efficace. Et puis il faut nous réunir intelligemment pour offrir aux Français une alternative sérieuse, de rupture révolutionnaire, crédible, enthousiasmante, qui tournait vers l'avenir et le plus vite possible. La première étape, vous le savez, c'est cette grande journée souverainiste que les Patriotes organisent le 5 juillet prochain en Seine-et-Marne. Inscrivez-vous, le lien est dans la description sous la vidéo. Inscrivez-vous dès maintenant, venez nombreux. Et puis il faut de l'action. Et pour cela, je vous propose d'adhérer maintenant aux Patriotes. Si vous êtes d'accord avec l'analyse que je viens de développer et l'action que je propose, rejoignez tout de suite les Patriotes, la formation politique que je préside. Je vous en parlais en début de vidéo. C'est très important. On a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin de nous, d'un cadre collectif sérieux, crédible, rassembleur, d'action et d'amour du peuple français et de la France. Allez, on agit, on n'attend plus. Vive la France. À bientôt.